Ok, donc, différentiel total maintenant. On va essayer de faire légèrement moins de fautes. Ok, alors différentiel total, ça va être très utile en thermodynamique. Vous allez voir. Alors je ne suis pas certain que vous le fassiez déjà cette année. Peut-être certains l'ont déjà fait d'ailleurs. Mais donc vous verrez, c'est vraiment extrêmement utile. Ok, donc déjà, comme on vient de dire, on va toujours parler dans tout ce chapitre, on aura toujours une fonction. Donc on peut se rappeler de cette fonction f de Rn dans R qui a x1, x2, etc., xn associe f de x1, x2, etc., xn. Ça, c'est une variable qui appartient à R, et ça, c'est un NUplet qui appartient à Rn. Donc, on parle d'une fonction qui part de Rn et qui va dans R, donc l'ensemble des scalaires, en partant de Rn. x1, etc., xn. Ok. Alors, donc vous allez voir n, c'est un nombre qui est positif et enfin n plus, ça ne veut rien dire puisque n c'est toujours positif, donc z plus étoile ou n étoile. Ok. Donc maintenant, je vais direct vous donner un exemple, ça sera plus simple. Et donc le but du jeu dans tout ça, c'est de calculer la différentielle totale qui nous permet de calculer les erreurs. Donc ça nous permet de faire un calcul, on peut l'écrire aussi ici, calcul d'erreur. Voilà, donc calcul d'erreur, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que, par exemple, quand on fait une expérience physique, toute expérience physique est entachée d'erreurs. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est entachée d'erreurs? Ça veut dire que, par exemple, si vous mesurez la raideur d'un ressort, donc avec un dynamomètre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mesurer l'extension du ressort pour une certaine masse. Donc vous allez mesurer la masse sur une balance, et ensuite vous allez mesurer l'extension du ressort en fonction de la masse, et ça va vous donner la raideur du ressort, approximativement. Vous avez aussi G là-dedans, l'accélération de la gravité, que vous prendrez certainement comme vraie constante, c'est-à-dire pas quelque chose qui est sujet à erreur de mesure, ce qui est faux, parce que la gravité n'est pas constante sur la Terre, vous le savez. Et on avait d'ailleurs maintenant, il a pris sa retraite malheureusement, Olivier Francis, qui était un gravitomètre, enfin, c'est pas un gravitomètre, mais c'est un prof qui était spécialiste en mesure de la gravité, est vraiment un des leaders mondiaux, et il mesurait un peu partout sur la surface de la Terre la valeur de G, et grâce à ça, il pouvait faire une inférence, donc deviner ce qui se trouvait sous Terre, par exemple. Donc, en mesurant la gravité sur la surface, il pouvait deviner la densité du sol qui se trouve sous ses pieds
Et à partir de là, devinez s'il y a, par exemple, de l'eau, ou s'il y a plutôt un vide, ou s'il y a plutôt quelque chose de sec. Enfin bref, il pouvait, à partir de simplement une mesure de gravité, et il est allé en Antarctique de très nombreuses fois pour mesurer justement la gravité à différents endroits du continent antarctique, pour déterminer si c'était le continent qui coulait ou si c'était la glace qui fondait. Puisque en mesurant la gravité, il est capable de faire la différence entre les deux phénomènes. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Malheureusement, il est parti à la retraite et donc maintenant, il ne pourra pas vous en parler comme ça, mais c'est vraiment quelqu'un, il y a plein de documentaires de RTL Luxembourg sur ce qu'il a fait. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous donner les liens, c'est vraiment incroyable. Donc, quand il m'en a parlé, je n'avais aucune idée de ce domaine de recherche et j'ai trouvé ça vraiment extrêmement intéressant. Donc voilà, vous savez que G dépend aussi de l'altitude. Donc si vous montez en altitude, G va varier, ça dépend de la longitude, de la latitude. Donc voilà, G n'est pas complètement constant, mais dans tout ce qu'on va faire nous, bien sûr, ça va être constant parce qu'on ne s'amuse pas à aller mesurer la raideur d'un ressort sur l'Everest, ni dans la fosse des Mariannes, donc tout va bien, hein, en moyenne. Voilà, donc ça c'est pour l'introduction. Maintenant, supposons qu'on veuille effectivement mesurer la raideur d'un ressort. Donc un ressort, ça peut se dessiner comme ceci, si on est capable de dessiner, ce qui n'est pas mon cas. Et on lui applique une force F, qui est un vecteur et qui a une magnitude, une amplitude, une longueur. Et on imagine que la masse M est déplacée d'une longueur x. Donc on va mettre x d'une autre couleur pour le rendre plus lisible. Et notre K, eh bien lui, c'est la raideur. Et donc raideur. Et on ne peut pas le mesurer directement. D'accord ? Donc ça, c'est souvent le cas dans n'importe quelle partie de l'ingénierie, en physique en général, c'est difficile de mesurer une chose directement. La résistance d'un fil en électricité, pas très facile à mesurer direct. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend un générateur, on met ce fil avec cette résistance en série avec le générateur et on mesure l'intensité du courant dans le fil en connaissant la tension aux bornes du générateur. Et ça va nous donner une idée de la résistance puisqu'on connaît la loi de Ohm qui nous dit que U est égal à R fois I. Par exemple. Donc ça, c'est une méthode indirecte. Et souvent, on ne peut pas mesurer directement les choses. On doit mesurer de manière indirecte. Et c'est pour ça qu'on doit avoir une idée de l'erreur qu'on commet sur la mesure, bien sûr. Donc là, mon but, c'est K. Donc je n'ai aucune idée de la raideur de ce ressort et c'est ce que j'essaye de déterminer. Donc là, on va supposer que l'on sache que F est égal à K fois X. Donc on va définir la fonction. Donc définissons la fonction. Alors la fonction quoi ? Grand F par exemple ? Oui, allez. Grand F de K et de X. Donc F c'est une fonction maintenant de deux variables. Donc ça c'est une fonction de deux variables. F de R carré dans R qui a K et X associent simplement le produit de K fois X. Et ça, c'est la force. OK ? Donc le produit de K fois X, ça va être, si on regarde bien, c'est Newton divisé par mètre multiplié par mètre, ce qui nous donne bien des newtons. Okay ? La raideur, l'unité, c'est Newton divisé par mètre. Et X, l'unité, c'est des mètres. Voilà.
Donc, maintenant, les dérivées partielles, on vient de le faire, donc tout va bien. On va donc maintenant regarder ce qui se passe si on essaye de justement calculer la raideur. Donc cette chose-là, f égale kx, ça s'appelle la loi de Hooke. Donc Hooke, pas comme un crochet, mais comme Hooke. Voilà. Ce qu'on pourrait aussi faire, et alors à partir de là, on va dire, comment est-ce qu'on calcule K? Donc K égale F divisé par X. D'accord? Donc ça va être la raideur. Ça veut dire qu'il faut mesurer X et qu'il faut aussi mesurer F. Alors ça tombe assez mal, parce que pour mesurer une force, sans dynamomètre, ce n'est pas super pratique. D'ailleurs, je ne sais pas faire comme ça. Donc, la vraie expérience, on n'aurait pas eu un ressort horizontal, ou alors ça veut dire que j'aurais dessiné la gravité de manière aussi horizontale, mais on aurait pris le ressort et on l'aurait mis verticalement, comme on a discuté au début. On aurait mis cette masse M que l'on peut mesurer. Donc M, on peut la mesurer, ça c'est difficile. À mesurer parce que déjà c'est une force, ça dépend du référentiel, etc. Enfin, donc c'est pas super cool. Donc au lieu de mesurer F, on va plutôt mesurer M et G. Donc M, c'est en kilos, donc ça c'est facile. Et G, c'est par exemple en mètres secondes moins 2, c'est une accélération de la pesanteur. Voilà, et ensuite là, à cette chose-là s'applique son poids, mg, et une force de réaction due au ressort qu'on appelle F. Et si la masse est en équilibre, on a F plus mg égale vecteur nul. Ça, c'est la loi de Newton, qui nous dit que si un système est en équilibre ou en mouvement rectiligne uniforme, donc non accéléré, la somme des forces appliquées à cet objet est nulle. Ok, donc maintenant, on a une autre fonction qui n'est plus exactement la même, qui est de dire que f plus mg égale 0, donc on peut dire autrement que f égale moins m fois g. Et qu'est-ce que f? C'est la force de réaction, donc la force dans le ressort, et on sait que la force dans le ressort, si m est descendu d'une longueur x, parce que le ressort initialement était plus comprimé, donc je vais faire n'importe quoi parce qu'il y a beaucoup plus de spire dans ce ressort-là, mais bon, vous avez compris. La distance là est telle que f est égal à k fois x égale moins m fois g. Donc, ça nous dit que k est égal à... Ah oui, donc là, il y a un problème. Ah oui, forcément, je l'ai projeté. Bon, ça, c'est les valeurs algébriques. F égale moins mg, mais enfin, si on parle de valeurs physiques,
Ça veut juste dire que la longueur des deux vecteurs est la même. Donc là, j'ai projeté sur l'axe, hein, c'est tout. C'est pour ça que je me suis retrouvé avec ça. Donc je pense qu'on va simplement écrire... je vais faire ça comme ça. Donc F égale moins mg. Ça, je suis tranquille. Et ça nous donne que Kx projeté sur les axes est égal à m fois g, donc que x est égal à que k est égal à mg sur x. Voilà. Et donc, en pratique, ce que l'on ferait là, c'est qu'on aurait un graphe, on aurait fait des mesures, on aurait par exemple mesuré la masse, ensuite on aurait mesuré l'extension, donc ça c'est l'extension du ressort, ça c'est la masse. Donc on aurait un nuage de points, un truc de ce style, d'accord? On aurait fait quelques mesures, et après, donc ça on aurait pu faire dans un laboratoire, et on va essayer de faire passer une courbe, enfin qui est dans ce cas-là une droite, à travers le nuage de points, de manière à minimiser les moindres carrés, c'est-à-dire à minimiser la somme des carrés des distances des points à la droite. Okay, ça s'appelle root mean squared. Donc ce qu'on fait de manière pratique, ça peut peut-être vous intéresser, c'est un peu une digression pour l'instant, c'est que on va regarder ici, on va projeter ce point ici, on regarde la distance, on projette ce point, on regarde la distance, on projette ce point, on regarde la distance, etc. Et on calcule toutes les distances au carré, on les ajoute et on minimise ce que l'on trouve. D'accord? Donc, ça voudrait dire, si ici on a la masse M1, ici M2, etc., Mn, et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, ben, j'ai une droite qui a une certaine pente, la pente c'est K. Donc ça, si j'avance de 1 sur l'horizontale, je vais monter de K, et K, c'est inconnu. Il me manque quelque chose. Il me manque le G, mais le G, c'est une constante, donc on s'en fiche. Donc voilà. Donc en fait, ce n'est pas exactement K, c'est K sur G, et bon, c'est pas grave. Il nous faut la pente, quoi. Et pour trouver cette pente, on fait ce qui s'appelle les moindres carrés. Donc on écrit, je ne vais pas vous le faire maintenant parce que ce n'est pas le sujet, mais on écrit la fonction comme une droite, donc une fonction linéaire qui passe par l'origine, et on dit x égale m fois un certain coefficient. Et on cherche ce coefficient pour minimiser la somme des carrés des distances des points. Voilà, c'est tout. Donc ça veut dire qu'on peut jouer là-dessus. C'est une minimisation et ça nous donne une valeur qui est ce K sur G. Donc ça, c'est si on avait une méthode expérimentale. Et donc la conclusion, c'est que K, c'est une fonction maintenant qui est ici. D'accord? Donc si on reprend cette fonction-là, K, si on veut, on peut l'écrire comme une fonction de M, de G et de X. Et c'est donc Mg sur X. Est-ce que c'est juste ça d'ailleurs? X égale Mg sur K. Donc égale M G sur K et pas K sur G. Oui, la pente, ça m'a l'air d'être G sur K et pas K sur G. Vous êtes d'accord? Donc G
sur K. C'est pas très grave parce qu'après on s'en sert pas de toute façon. C'était juste pour écrire quelque chose de correct ici. Ok, donc ça c'est K. K qui est une fonction de 3 variables m, g et x. Ok. Donc maintenant la question c'est, et c'est ça qui est important, comment est-ce que, donc, quelle est l'erreur sur K connaissant l'erreur sur la mesure de m, de g et de x. Ça, c'est la question. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer l'erreur sur K, qui est déterminée donc de manière indirecte, lorsque l'on est capable de mesurer directement m, g et x? Voilà la question à laquelle on essaye de répondre. Donc ça, c'est la question. Ok, donc si on n'avait aucune idée, ce qui est le cas normal, qu'est-ce qu'on pourrait penser à faire exactement? Qu'est-ce qui pourrait nous passer par la tête? Je pense qu'on peut intuitivement avoir une idée de comment faire. Et après, on va voir si ça ressemble à la méthode un peu plus, disons pas rigoureuse, mais au moins plus systématique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça en français dans le texte? Ça veut dire que m, ça va être quelque chose comme une valeur moyenne plus ou moins une variation delta m. Donc ça veut dire que m, oui. Alors je pense que si, ça dépend ce que vous voulez dire exactement. Je me rappelle plus la façon comment on a calculé, mais il y a une formule pour faire une interpolation si on a une valeur x, une valeur y. Ah, ok, je vois. Ah oui, donc par exemple, on nous donne... Ouais, on nous donne 2 points et on essaye de savoir ce qui se passe entre les 2 points. C'est ça. Oui, je pense d'une certaine manière, c'est un peu ce qu'on fait. Je n'avais pas pensé à ça comme ça. Mais oui, on peut imaginer ça. On peut dire que, donc, par exemple, le m, la masse qu'on va mesurer, elle va être distribuée entre... Alors déjà, il faut bien se dire que quand on mesure une masse, on ne mesure pas une masse. Donc on mesure la masse 100 fois de suite et on fait une moyenne. Okay, donc pour une masse, ce n'est pas très dur parce que maintenant les balances sont tip-top. Mais bon, fut un temps où même mesurer une masse, ce n'était pas si trivial que ça. Donc il fallait faire ça correctement. Et après, on va avoir ce qui s'appelle une distribution, une distribution de probabilité qui va ressembler à un truc dans le genre, théoriquement. Donc on va avoir M0, ça va être la valeur moyenne, et on va avoir disons un écart type qui va être tel que cette partie-là va être, disons, la plus probable. On peut accepter une erreur qui va être l'air sous la courbe ici, mais ce que je vous dis maintenant, ce n'est pas fondamental. Donc vous pouvez le caser dans un coin de votre cerveau si vous voulez, mais ça ne va pas vous être utile directement. C'est juste pour vous dire à quoi ressemble ce truc. Donc ça va être une valeur M0 plus ou moins delta M. Donc ça veut dire que là, on a un delta M qui va être soit en plus, soit en moins. D'accord? Donc, simple. Donc vous comprenez, ça veut dire qu'on a une mesure, mais la balance n'est pas parfaite. Par exemple, la balance fait 1% d'erreur, 0,1% d'erreur, je ne sais pas. 2%, 5%, on ne sait pas. D'accord? Donc ça va être l'erreur de mesure. Donc là, je pense que vous commencez à voir pourquoi, puisqu'on a des deltas, pourquoi on va s'amuser avec les dérivés, n'est-ce pas? Parce que les deltas, si on les fait assez petits, ils vont ressembler à des dérivés.
voyez? C'est pour ça qu'on se rapproche de comprendre pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça. Je ne vais pas tout vous dire en même temps pour ne pas spoiler. Donc x, c'est pareil, on peut le mesurer avec plus ou moins delta x. Okay, parce que quand on mesure, alors ça vous le voyez très bien avec une règle, si vous mesurez avec une règle, vous pouvez vous lever de bonne heure pour avoir un résultat précis. Je veux dire, c'est hyper dur, il faudrait un lasermètre, etc. Donc ce n'est pas très pratique. Selon ce que vous utilisez, vous aurez une erreur, je ne sais pas, peut-être même de 2%. Avec un lasermètre, ça sera 0,01%. Mais voilà, il faut savoir ce qu'on utilise pour savoir l'erreur. Et toutes ces erreurs sont importantes. Donc le delta G, je pense qu'en première approximation, on aurait pu l'éliminer, mais j'avais envie d'avoir 3 variables, donc c'est pour ça que je l'ai gardé. C'est plus marrant. Et ensuite, la question, c'est, OK, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si on ne savait rien, on ne savait pas du tout calculer les dérivés, on savait même pas, enfin, si on savait quand même ce qu'était une fonction, sinon on a un peu un problème. Donc là, on voit, sur cette équation, on se dirait, OK, je sais que m, je peux le mesurer, mais c'est m plus ou moins delta m. Okay? M0 plus ou moins delta m. Si je surestime m, c'est-à-dire que je pense que le truc est plus lourd que réellement, je vais aussi surestimer k. Pourquoi? Parce que, alors si on parle scientifiquement, k est une fonction croissante de m. Donc, si j'augmente m, direct, j'augmente k. On est d'accord. K est aussi une fonction croissante de g, parce que si j'augmente g, le numérateur de ce truc est plus grand. Si le numérateur est plus grand, k est aussi plus grand. Okay? En revanche, comme vous voyez bien, si j'augmente x, ben là, je diminue k. Ça veut dire que surestimer x, ça va diminuer k, pas l'augmenter. C'est un peu logique, parce que si je surestime x, ça veut dire que je pense que le ressort s'est trop allongé. Donc ça veut dire que je pense que le ressort est moins rigide, moins raide, puisqu'il s'est trop allongé. Logique. Intuitivement, on comprend. Okay? Contraire pour la masse, si j'ai une masse qui est plus grande qu'elle n'est réellement, si ce que je mesure est plus grand que la vérité, j'ai tendance à surestimer k, parce que pour le même allongement, eh bien, le k va être plus grand. D'accord? OK, tout ça, c'est logique. Alors maintenant, j'ai un problème. Si j'avais que m fois g, pas de problème. Pour calculer l'erreur sur k, il suffirait que je calcule l'erreur sur m, l'erreur sur g, et comme les erreurs là s'ajoutent, je pourrais directement voir la valeur max et la valeur min, parce qu'il suffirait qu'ici, je remplace m par m plus delta m, ici g par g plus delta g, et là, j'aurai la borne maximale qui pourrait me donner k. Ça me donnera le k max. Ça me donnera donc le k plus delta k. Ça aurait été un truc du style m plus delta m fois g plus delta g. J'aurais éliminé les delta m fois delta g parce que c'est du second ordre, puisque deux delta qui sont très petits, on les multiplie ensemble, on peut les éliminer. Et à la fin, je me serais retrouvé avec mg plus m delta g plus g delta m. Et ça m'aurait donné une évaluation approximative de la borne supérieure que k peut atteindre. Okay? Parce qu'on peut le faire à vue de nez. Il n'y a pas besoin d'avoir une évaluation de la fonction, en fait. Parce qu'on voit que si un augmente, l'autre augmente. Donc voilà, c'est fini. Et pareil pour le moins. Il suffit de prendre les deux en moins. Et on est quasiment certain, enfin je ne pourrais pas le prouver comme ça à vue de nez, mais c'est à peu près sûr que ça marchera aussi. Alors maintenant, ça ne marche pas parce qu'on a le x. Donc à cause de ce x qui est au dénominateur, alors là, on ne sait plus comment faire. Parce que si on augmente celui du haut, il faudrait peut-être à la limite diminuer au maximum le dénominateur, et ça pourrait peut-être nous donner le numérateur max. Hein. Donc une autre possibilité, peut-être que ça marche, je ne sais pas, je n'ai jamais essayé, c'est de dire en bas, on fait x moins delta x, donc on prend le plus petit possible qu'on ait mesuré, et en haut, on prend les plus grands. Et ça nous donnera la borne supérieure. Ensuite, on fait le contraire. On prend x plus delta x en bas pour diviser par la plus grande valeur possible. Et en haut, on prend tous les moins pour minimiser le k.
Okay, donc ça, intuitivement, peut-être ça marche, je ne sais pas, je vais essayer, mais ça marchera dans ce cas, peut-être dans un autre cas, mais pas dans tous les cas. Donc, on a quand même un problème, c'est comment est-ce qu'on fait pour déterminer delta k en fonction de delta m, delta g, delta x. Et c'est ça qui va nous occuper dans le restant du temps aujourd'hui. Et vous verrez, ce n'est pas très complexe. Voilà. Alors donc, comment on fait ça? Donc, on fait ça en utilisant ce qu'on appelle la dérivée totale. Ok, donc la différentielle totale, qu'est-ce que c'est? Alors, définition de différentielle totale. Alors, n'ayez pas peur, ça a l'air moche, mais ce n'est pas du tout dur. Okay, c'est parti. Définition, c'est ça. On l'appelle D droit F. Et c'est, par définition, donc 3 traits horizontaux, par exemple, dérivée partielle. Ah, déjà, ça commence mal, parce que ce n'est pas la bonne fonction, ce n'est pas F, c'est K. Donc, désolé. dk, par définition, c'est la chose suivante. Donc, d rond k sur d rond la première variable, c'est-à-dire m, fois dm. Voilà, et maintenant je peux vous laisser finir parce que vous avez deviné, plus d rond k sur la deuxième variable, d rond g fois dg, plus d rond k sur la troisième variable, donc dx, sur fois dx. Voilà, ça, c'est la définition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce truc? Donc déjà, malheureusement, c'est un peu embêtant, mais je ne peux pas prendre le temps de définir exactement ce que veut dire dk. Ça, c'est un élément différentiel et ça prendrait, je pense, tout un semestre en maths pour définir exactement ça. Donc ça vient de la théorie de la mesure, ça vient de la théorie différentielle et c'est pas simple du tout. C'est très facile d'utilisation algébrique, c'est-à-dire on peut l'utiliser facilement sans comprendre pourquoi ça marche. Et pour le définir vraiment bien, déjà maintenant je ne serais pas capable, il faudrait que je reprenne des bouquins et que je travaille dessus. Et pour l'expliquer, c'est vraiment pas simple. Okay, donc je ne peux pas. Je trouve ça frustrant parce que là, je vais devoir vous expliquer quelque chose qui va être juste du calcul, alors que derrière, il y a une raison mathématique pourquoi ça marche. Mais malheureusement, c'est impossible de faire autrement parce qu'il faudrait avoir un cours de maths supplémentaire rien que pour le calcul différentiel et on peut pas, il n'y a pas assez d'heures. Donc voilà. Et je pense que ce serait peut-être pas fondamentalement utile non plus. Mais peut-être pour certains d'entre vous, ça serait cool. Bon, bref. Donc tout ce que vous pouvez imaginer pour l'instant, c'est que ce dk, des droits k, c'est un petit élément. Donc ça, vous l'avez vu déjà, je pense, en physique, vous l'avez vu déjà peut-être même en maths. À chaque fois qu'on écrit d, par exemple, df sur dx, ben, f, c'est une petite variation, et df, c'est une petite variation, dx, c'est une petite variation. C'est une variation qui s'appelle infinitésimale. Okay, donc, la variation infinitésimale, ça veut dire que c'est infiniment petit. Donc, pour s'imaginer ce que ça veut dire, infiniment petit, c'est très dur. Donc, par exemple, si je vous prends... déjà, pour s'imaginer ce que c'est que l'infini, ce n'est pas du tout trivial. Donc, Cantor, d'ailleurs, quand il s'est rendu compte qu'il y avait un nombre infini d'infinis, ça l'a rendu un petit peu maboule, et il a eu du mal à finir sa vie, donc il s'est isolé dans un coin, et je pense qu'il a dû passer le reste de sa vie, qui n'a pas été très longue après ça, à se demander si il n'avait pas un petit peu
forcer sur comment dire, les stupéfiants ou autres. Donc, je pense que ça a dû être difficile pour lui de réconcilier tout ça. Parce que si on y pense, il y a une petite... C'est un petit jeu de... Je ne sais pas comment appeler ça, une petite blague qui s'appelle l'hôtel de Hilbert. Donc, l'hôtel de Hilbert, c'est un hôtel qui a un nombre infini de chambres. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce truc. Donc, supposons qu'on ait un hôtel qui ait un nombre infini de chambres. Donc là, on va dire qu'il y en a 1, 2, blablabla, bla, 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 truc, machin. Mais là, ça ne s'arrête pas. C'est ça le truc. Ça ne s'arrête pas. Et là, tout à coup, il y a un mec qui arrive et qui demande une chambre. Mais malheureusement, pour l'instant, elles sont toutes prises. Ça veut dire qu'il n'y a aucune chambre de libre. Donc, qu'est-ce que va dire le maître d'hôtel Hilbert? Il va simplement dire, eh ben, c'est pas compliqué. Toi qui étais dans la chambre 1, tu vas maintenant aller dans la chambre 2. Toi qui étais dans la chambre 2, tu vas aller dans la chambre 3, etc. Ce qui veut dire que maintenant, la première chambre qui était occupée n'est maintenant plus occupée, elle est libre. Et pourquoi est-ce qu'elle est libre? Parce qu'on a simplement décalé tout le monde. Et comme l'hôtel est infini, on peut juste décaler de 1, ça ne change rien, puisqu'on a juste ajouté une personne, mais une personne dans un hôtel infini, 1 par rapport à l'infini, c'est rien, comme disait Pascal, l'homme est un milieu entre rien et tout, un tout à l'égard de l'infini, du néant et un rien à l'égard de l'infini. Là, l'infini, c'est tellement grand, on ajoute une personne, on s'en fiche. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si, au lieu de ça, maintenant, il y a un quart de Hilbert qui arrive, donc c'est pas... Maintenant, c'est un bus Hilbert, et le bus Hilbert, le problème qu'il a, c'est qu'il y a une infinité de personnes dedans. Et maintenant, on va devoir mettre ce bus infini dans l'hôtel infini qui a déjà une infinité de personnes. Comment est-ce qu'on va faire? C'est quelqu'un qui a une idée? Parce que bien sûr, c'est possible. Oui? Ah oui, en anglais, hein? No problem. Perfect. Very nice. That's exactly it. So very smart response here. Sorry, now I'm in English, so switch back. Voilà. Donc, you're okay with the French explanations? Oh, okay. It's just a way to explain it. Okay, but very nice. So, donc, on prend le 1, et ce qu'a dit votre camarade, c'est que tous ceux qui sont sur un nombre impair, on les bouge d'une chambre qui a un numéro 2 fois plus grand que celui dans lequel elle était. Donc, par exemple, 1, ça va vers 2, 2, ça va vers 4, 3, ça va vers 6, etc. Et ce qui fait qu'à la fin, tous ceux qui étaient impairs n'existent plus, puisqu'on a tout multiplié par 2, donc on a tout est devenu pair, donc il n'y a plus personne dans les chambres impaires, puisqu'ils ont tous bougé dans une chambre paire. Et par conséquent, on peut remplir maintenant les trous, qui sont les nombres impairs, par le bus de Hilbert, et tout marche bien. Donc là, on se rend compte, quand on écoute ça, on a l'impression que là, il y a vraiment un problème, parce que c'est pas possible d'avoir une infinité et de rajouter une infinité. Mais en fait, c'est exactement ça. Ce qu'est l'infini, c'est ça. C'est quelque chose... Déjà, il y a plusieurs infinis. Si on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est dénombrable, mais c'est quand même infini, des nombres entiers. Et si on prend les nombres relatifs, z, on a tous les nombres entiers, et tous les nombres entiers et l'opposé des nombres entiers. Et c'est toujours infini, c'est toujours le même infini. C'est juste qu'il y a 2 fois plus, entre guillemets, de nombres, mais c'est le même infini. Maintenant, si on prend les nombres réels, là, c'est très différent, parce qu'entre 2 nombres entiers, il y a une infinité de nombres réels,
Mais aussi, entre deux nombres réels, il y a encore une infinité de nombres réels. Entre deux nombres rationnels, il y a une infinité de nombres rationnels. Entre deux rationnels, il y a toujours un réel. Entre deux réels, il y a toujours un rationnel. Donc, vous voyez que c'est des imbrications d'infini. Et quand on parle de df sur dx, ben le df, on pourrait imaginer un peu que c'est la largeur de la chambre de l'hôtel Hilbert, si on veut. C'est quelque chose qui est infiniment petit et qui a un élément différentiel, on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire quelque chose qui est très petit, c'est comme si on divisait une longueur par quelque chose d'infini. Et ça nous donnerait ce df. Et ça nous permet de transformer des choses comme des delta x en dx et les delta k en dk, les delta m en dm et les delta g en dg. OK ? Donc, ça, c'est une variation, on peut dire, mais elle est finie. Et ça, c'est une quantité, c'est une différentielle, et c'est une quantité infinitésimale. On peut dire que la longueur de cette chose-là, c'est très petit, c'est un petit taux de 1, ça tend vers 0, alors que le delta x, c'est une quantité fixe, qui est totalement finie. Voilà. Maintenant, si vous pouvez imaginer très facilement à quoi ça ressemble si on s'amuse à calculer la dérivée d'une fonction. Vous voyez que la dérivée d'une fonction, ça va être le changement de hauteur de la fonction, donc alors, où es-tu ? Voilà, le changement de hauteur par rapport au changement horizontal. Donc, ça veut dire qu'ici, on a un delta x, et ici, on a un delta f. Et si on regarde cette pente, ça va être delta f, qui est ici, divisé par delta x. Ça va nous donner la pente. Et ça s'appelle un taux d'accroissement. Bon, ça, vous l'avez déjà vu au lycée, c'est pour ça que je ne le refais pas en cours. Mais un taux d'accroissement, si on fait tendre delta f et delta x vers 0, on obtient une dérivée de f. Donc ça, c'est f. Et si on fait tendre delta x et delta f vers 0, ben on se retrouve à df sur dx plutôt que delta f sur delta x. Le taux d'accroissement, c'est delta f sur delta x. Et la limite quand delta x tend vers 0 de delta f sur delta x, eh bien ça, c'est df sur dx. Et ça, c'est aussi la dérivée de f par rapport à x. Donc, c'est rien vraiment de nouveau, vous l'avez déjà vu en cours, c'est la pente de la tangente. C'est tout. OK ?
OK. Bon, donc tout ça, c'est à peu près clair. Donc maintenant, la dernière chose qu'on va faire, c'est regarder comment on fait dans le cas présent de K. Donc, application à K. Donc, on a K de M, G, X égale MG divisé par X. Pardon. OK. Donc, MG divisé par X. Maintenant, dérivée partielle de K par rapport à M. Et là, on va l'écrire un peu à la physicienne, G et X étant maintenues constantes. Donc, ça, c'est la dérivée de cette fonction avec G et X maintenues constantes. Donc, ça veut donc dire qu'on dérive par rapport à M. Ça nous donne donc G sur X. G et X sont constants. Ensuite, il va nous falloir la dérivée de K par rapport à G, en maintenant cette fois M et X constants. Donc MG sur X, et cette fois c'est M et X qui sont constants. Donc si on différencie K par rapport à G, ça nous donne simplement M sur X. Et finalement, on va devoir différencier K par rapport à X en gardant cette fois M et G constants. Donc M, G sur X, M et G sont constants. Donc ça nous donne moins mg sur x au carré. OK? Donc maintenant, on a les trois dérivées partielles. Et à partir de là, on peut donc en déduire la différentielle totale, qui est donc dk égale dérivée partielle par rapport à m dm, donc g sur x dm, plus m sur x dg, donc ça c'est le deuxième, moins mg sur x carré dx. Voilà, ça c'est la différentielle totale qui ne veut pas faire ce que je veux. Voilà, et c'est à partir de ça que l'on va être capable de calculer l'erreur. Okay? Donc, juste pour vous l'écrire, même si ça ne sert pas exactement à grand-chose maintenant, le cas général, tout le monde a écrit? Oui, ok. Donc le cas général, ça va être, si on écrit df avec f, donc f est une fonction de x1, x2, xn, df, différentiel total, ça va être donc dérivée partielle de f par rapport à x1 dx1 plus partielle dérivée, donc d rond f sur d rond x2 dx2 plus etc. plus dérivée partielle de f par rapport à xn dxn. Et si vous voulez faire le malin, vous pouvez l'écrire avec la notation somme de i égale 1 à n de d rond f sur d rond xi, d droit xi. Voilà, ça c'est la différentielle totale et vous vous en servirez en thermodynamique. Voilà, donc
Pour terminer, je vais donc vous montrer comment on utilise ce qu'on vient de calculer pour le calcul d'erreur. Donc c'est vraiment très facile. Et on fera des exemples la prochaine fois pour que vous puissiez mieux comprendre. Ok, donc maintenant, on va supposer qu'on a mesuré expérimentalement. Donc, on a des mesures expérimentales. Donc, on va se souvenir de ce qu'on avait. On avait M, G et X. Et ça devait nous donner, d'une manière ou d'une autre, K. Donc, on va avoir des mesures expérimentales, par exemple, de ces trois valeurs, okay, qui sont des valeurs physiques. Donc, pour X, supposons, on va avoir une mesure moyenne. Et on l'appelle x0, et ce x0, ça va être donc x1 plus x2 plus etc. plus x. On ne va pas prendre petit n parce que c'est déjà pris, donc grand M comme mesure, divisé par grand M, où M, c'est le nombre de mesures. Donc on a fait M mesures et on les a mises dans un tableau, on a calculé la moyenne et c'est tout. D'accord? Donc ça, c'est la moyenne, évidemment, algébrique, la moyenne arithmétique, quoi. Ensuite, donc là, on va s'intéresser à l'erreur commise sur K, supposons. Et delta X, on va dire que ça, c'est l'erreur de mesure sur X. Pareil pour delta M, delta G et etc. Donc delta M, c'est l'erreur de mesure sur M, et delta G, c'est l'erreur de mesure sur G, comme on l'a expliqué précédemment. Donc, comment est-ce qu'on trouve cette erreur? Ça, c'est un produit de ce qui s'appelle la calibration de l'appareil de mesure. Donc, tout appareil de mesure doit être préalablement calibré. OK. Et donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est calculer delta K, par exemple. Et pour calculer ça, K, c'était quoi déjà? F égale Kx, donc F égale Kx, Mg égale Kx, K égale Mg sur X. OK, donc K égale Mg sur X. Delta K, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être K évalué pour toutes les valeurs. Donc K, c'est une fonction de M, de G et de X. Donc M0, c'est-à-dire la valeur moyenne de la masse plus la mesure, l'incertitude sur la mesure.
G0 plus delta G, et finalement X0 plus delta X, moins la même chose, mais pour les valeurs moyennes. Donc M0, K de M0, G0, X0. Donc, on va maintenant faire l'hypothèse, comme on l'a dit, que les mesures sont suffisamment précises. Alors ça n'a aucun sens. Quand on dit suffisamment précise, il faut dire ce que ça veut dire. Nous, ce que ça veut dire pour nous, ça veut dire donc que delta x peut se transformer en dx, delta m peut se transformer en dm, et delta g peut se transformer en dg. Ça veut dire que c'est suffisamment, comment dire, précis. OK. Donc maintenant, on va définir l'erreur maximum possible. OK. Donc l'erreur maximale, là, ce qu'on fait, c'est que pour pallier le problème qu'on a eu tout à l'heure, c'est-à-dire résoudre le problème de savoir si la fonction est croissante ou décroissante par rapport à la mesure, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on met des valeurs absolues directement. Donc on va dire l'erreur sur k en valeur absolue, max, ça va être égal à la valeur absolue de dk sur dm plus valeur absolue de d rond k sur d rond x dx plus valeur absolue de d rond k sur d rond g dg. Voilà. Et donc, comme on met tout en valeur absolue, on va clairement avoir une surestimation de l'erreur. Parce que si on a des valeurs négatives, donc supposons que là, sans la valeur absolue, on est moins 2 plus 1 moins 1, ou plus 1, voilà. Ça veut dire que là, on a une erreur négative, là, une erreur positive, là, une valeur positive, donc à la fin, on a une valeur 0. Donc ça n'irait pas. Ça veut dire qu'on a des erreurs qui se compensent, et ça, no rep, ça ne va pas. OK ? Donc, si on veut avoir une surestimation de l'erreur max, on est bien obligé de prendre les valeurs absolues, parce que sans ça, ça n'a aucun sens. OK ? Donc là, on prendra valeur absolue de moins 2, ça nous donne 2. Valeur absolue de plus 1, ça nous donne 1. Valeur absolue de plus 1, ça nous donne 1. Et donc l'erreur, c'est 4 et pas 0, ce qui est bien sûr plus intéressant. OK ? Donc ça, c'est la valeur max. C'est tout. Donc, on peut l'écrire de manière plus générale, mais franchement, ça n'a aucun sens de passer notre temps avec des sommes. Mais on peut le comprendre, c'est un genre d'inégalité triangulaire. Donc, si on va prendre valeur absolue de l'erreur égale somme de toutes les valeurs absolues. Et somme des valeurs absolues, c'est bien sûr plus grand que la somme elle-même. C'est une borne supérieure. Okay ? Bon, tout ça, c'est assez clair. Et à partir de là, on peut calculer l'erreur moyenne absolue, etc. Ça, ce ne sont que des définitions qui n'ont pour l'instant aucun intérêt. On fera des exercices. Ce que je vais faire avant d'arrêter, parce que je vais arrêter un peu avant 18h, je vais vous donner un exemple que je vais vous demander de résoudre chez vous, qui est beaucoup plus simple que celui qu'on vient de faire, qui est l'exemple suivant. Donc, on a la quantité Q de X et Y qui est égale à la surface d'un rectangle de côté X et Y. Donc là, on peut vraiment difficilement faire plus simple. Et donc, évidemment, que la surface, c'est X multiplié par Y,
Et on va supposer, donc hypothèse, on a x égale x0 plus delta x, ou plus ou moins delta x plutôt, où x0, donc c'est la valeur moyenne 9 mètres, plus ou moins delta x qui est de 2 cm. Donc vous voyez bien 2 cm, ce n'est pas la même unité, hein, donc ne vous trompez pas. Et pareil pour y égale y0 plus ou moins delta y, et y est égal à, donc y0 c'est 220 mètres, donc il est très allongé ce rectangle, plus ou moins 50 cm. D'accord? Donc le x0 c'est la valeur moyenne, on se souvient, et le delta x c'est l'erreur de mesure quand on utilise la chaîne d'Arpenteur ou je ne sais ce qu'on utilise pour mesurer la superficie du champ ou la longueur. Okay, donc la question, c'est erreur sur S. Voilà. Donc comment est-ce qu'on fait ? Et vous pouvez, si vous voulez, faire deux méthodes. Une méthode sans calcul différentiel, donc la méthode basique, que vous feriez si vous n'aviez pas appris les dérivés. Donc je prends le max x, je prends le max y, je regarde ce que ça donne, je prends le min x, je prends le min y, je regarde ce que ça donne, je prends la différence, ça me donne l'erreur maximale. Ou alors, calculer avec les dérivés et comparer le résultat et voyez si c'est à peu près la même chose. Okay, ça devrait normalement être... Oui, là, je n'ai pas exactement le même résultat, je ne sais pas pourquoi, mais normalement, ça devrait être le même résultat, hein, parce qu'on a une fonction qui est linéaire en x et linéaire en y. Voilà, donc on le corrigera la prochaine fois. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà, et maintenant, vous pouvez faire la même chose, mais avec k. Donc, ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple que vous pouvez faire chez vous, c'est erreur sur la fameuse raideur du ressort, sachant que m égale m0 plus delta m égale 1 kg plus ou moins delta m, pardon, plus ou moins 10 puissance moins 2 kg, que x est x0 plus ou moins delta x, avec x0 égale 1 cm plus ou moins 10 moins 1 cm, et g égale g0 plus ou moins delta g, avec g0, c'est mal écrit, plus ou moins, G0 égale 9,82 mètres seconde moins 2, plus ou moins delta G qui est de 10 puissance moins 3 mètres seconde moins 2. Et là, il faut calculer l'erreur sur K. D'accord ? Donc l'erreur maximale, hein, celle qu'on a définie avant, avec toutes les valeurs absolues. D'accord, donc l'erreur sur K. L'erreur sur K, donc dk max, c'est, comme on a dit avant, hein, somme de i égale 1 au nombre de variables de d rond K sur d rond xi avec les valeurs absolues. D'accord, donc dxi. Ah, d'ailleurs, on peut mettre les valeurs absolues autour, comme ça, il n'y a pas de problème de signe du dxi. OK ? Donc, ça, c'est une mesure de la moyenne. On peut s'amuser à faire d'autres mesures avec des carrés, etc. Ça revient tout à peu près au même. C'est une question de norme,
en fait. C'est une norme, c'est une manière de mesurer. OK ? Voilà, on va s'arrêter là, parce que c'est assez comme ça. Et puis, on réouvrira ça la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine.